Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui aide la sérendipité. Les couleurs sont aussi variées que les espèces et même que les individus. Les couleurs que les humains ne verront jamais sont nombreuses. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 6, couleurs invisibles. Commençons ce nouvel épisode par une question très simple, du moins en apparence. Êtes-vous capable d'imaginer une couleur qui n'existe pas ? J'ai posé la question à quelques personnes de mon entourage, professionnels de l'image, et a priori plus à même que le commun des mortels d'imaginer des couleurs qui n'existent pas. Voici leur réponse. Imaginer une nouvelle couleur, c'est très compliqué. Je pense que j'aurais envie d'imaginer quelque chose de saturé et de sombre, puisque c'est le genre de couleur que moi j'aime bien, comme le bordeaux, le moutarde ou ce genre de choses. J'aurais presque envie d'imaginer quelque chose qui est entre ces deux couleurs-là. Je pense que ce serait plus d'un point de départ émotionnel que j'aurais envie d'imaginer une nouvelle couleur. Quand je te dis d'essayer d'imaginer une couleur qui n'existe pas, donc tu n'y arrives pas, mais qu'est-ce qui te vient en tête ? Fluo. Des fluos ? C'est moins courant dans la nature, je pense. Je ne sais pas. Mais peut-être sinon j'irais vers l'ultraviolet ou des trucs comme ça. Alors, décris-moi l'ultraviolet. C'est violet, mais très 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 violet. Est-ce que tu es capable d'imaginer une couleur qui n'existe pas ? C'est une bonne question, mais ça m'interpelle, j'ai du mal à l'imaginer en fait. Je pense que ce serait plutôt une lumière, un truc flashy, un truc mélangé, un truc vivant quoi, pas un truc statique, voilà. Une couleur un petit peu dynamique, voilà, qui change un petit peu de ce qu'on connaît déjà, voilà. Mais je saurais pas te la décrire outre mesure. Voilà qui introduit l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble les couleurs que nous ne voyons pas, les couleurs qu'on dit parfois invisibles ou impossibles, voire interdites. Nous allons découvrir en fait ensemble toute une gamme de phénomènes qui provoquent ou pas des couleurs dans la conscience humaine ou celle des animaux. On l'a vu dans les épisodes précédents, le qual coloré, le phénomène coloré dans la conscience, dépend plus d'une interprétation du cerveau et des neurones que d'un phénomène physique. En tout cas, on ne peut pas le déduire directement et facilement d'un phénomène physique. Il faut donc repartir de la perception subjective des couleurs pour définir le vocabulaire qui va permettre de les décrire, et on fait ça via des expériences empiriques plutôt que la description physique de la lumière. Si Newton a posé les bases de la description des couleurs avec son cercle chromatique, en montrant qu'on peut le refermer, ce cercle des couleurs de l'arc-en-ciel, en un dégradé circulaire d'une intensité constante et qui passe par le violet, la description de la couleur, c'est un travail qui s'est surtout développé tout au long des 19e et 20e siècles. Dès 1802, Thomas Young, dont on a parlé dans les premiers épisodes de la saison, soupçonnait l'existence de 3 types de photorécepteurs dans l'œil humain, et ça a été confirmé par des expériences de James Clerk Maxwell entre 1855 et 1872. Maxwell était un physicien extrêmement important dans l'histoire de la théorisation de l'électromagnétisme. Maxwell étudie donc la perception des couleurs et il montre qu'on peut, avec seulement 3 lumières de couleurs bien choisies, dans les bonnes proportions, produire une lumière dans une gamme très étendue de ces teintes. C'est exactement le principe des écrans numériques rouge, vert, bleu d'aujourd'hui. Il utilise pour ça des instruments aussi simples et pratiques qu'ingénieux, par exemple une toupie colorée pour observer le mélange des 3 couleurs primaires quand la toupie tourne. Hermann von Helmholtz continue d'explorer cette trichromie, tandis que dans le même temps, toujours au 19e siècle, Ewald Hering développe lui une autre théorie des couleurs qui s'oppose à cette trichromie rouge-vert-bleu. Il part non pas de la composition de la lumière physique, mais lui il s'attaque à la psychologie et au langage. En faisant ça, il constate que le champ sémantique des couleurs, ce qu'on va appeler le champ chromatique, permet de décrire certaines transitions progressives d'une teinte à l'autre. Par exemple, quand on va du rouge au jaune ou du vert au bleu, on peut parler de bleu verdâtre.
quelque chose qui sera intermédiaire entre les deux. Vous pouvez aussi imaginer tout à fait un orange citronné. D'ailleurs, on peut tout à fait concevoir qu'une orange en train de mûrir, elle passe progressivement du jaune à l'orange, voire même s'approche du rouge quand elle est bien mûre. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer si je vous demande maintenant de vous figurer un rouge verdâtre ? Ou, pour le dire autrement, une étape intermédiaire de la transition entre le vert et le rouge d'une pomme en train de mûrir. Je pense que c'est difficile d'avoir autre chose en tête que quelque chose de gris, marron, en tout cas pas très coloré en fait en réalité, dans le sens où ce n'est pas une teinte précise. Herring remarque comme ça qu'il semble impossible en fait de concevoir certains mélanges de couleurs, en particulier le rouge qui tire sur le vert ou du bleu qui tire sur le jaune. Il parvient comme ça à un système qui nécessite 4 couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu et le jaune, qui sont répartis en 2 paires incompatibles entre elles. D'un côté, rouge qui s'oppose à vert et bleu qui s'oppose à jaune. C'est une théorie des couleurs complémentaires. Et à ces 2 paires, il ajoute une échelle de luminosité. C'est-à-dire que pour décrire une couleur dans le système de Herring, qui est aussi le système de couleurs naturelles, NCS pour Natural Color System en anglais, qui est formalisé depuis la fin du XXe siècle, dans ce système de couleurs, on va décrire une couleur par son intensité lumineuse, plutôt noir, plutôt moyen ou plutôt lumineux, et on va la situer sur les 2 échelles complémentaires, c'est-à-dire que on va dire d'un côté est-ce qu'elle est plutôt bleue ou plutôt jaune ou aucun des deux, et est-ce qu'elle est plutôt rouge ou plutôt verte ou aucun des deux. En arithmétique, on le représente par 2 échelles qui vont de -1 à 1, par exemple sur rouge-vert, on va dire qu'on va situer le vert à -1, le rouge à 1, et à 0, on n'est donc aucun des deux, ils sont incompatibles. La valeur elle est soit positive, soit négative, soit rouge, soit verte. Et c'est pareil pour l'échelle qui va de jaune à bleu. Concrètement, choisissez une couleur, n'importe laquelle, trouvez un objet coloré près de vous. Vous allez constater qu'il est tout à fait possible de la décrire précisément grâce à ces 3 échelles. Par exemple, face à moi en ce moment il y a une table en bois, et la couleur de cette table, je la situe plutôt en bas de l'échelle de la luminosité. Sur l'échelle de bleu à jaune, je pense qu'elle est plutôt du côté jaune, très léger cela dit, et dans l'échelle du rouge à vert, elle est plutôt rouge. Ce qui devrait vous aider à figurer un marron orangé qui correspond au bois de cette table. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus facile de décrire ou d'imaginer une couleur en utilisant ce système, en se demandant si est-ce qu'elle est plutôt rouge, plutôt verte, ou aucun des deux, est-ce qu'elle est plutôt bleue, plutôt jaune, ou aucun des deux, sachant qu'elle peut être rouge et bleue à la fois, elle peut être verte et jaune à la fois, mais elle peut pas être bleue et jaune à la fois, ni rouge et verte à la fois. Et donc, vous pouvez décrire une teinte de cette manière assez facilement en y ajoutant l'intensité, la luminosité de la teinte, est-ce qu'elle est plutôt lumineuse ou plutôt sombre. Et cette description, elle est bien plus facile que si on faisait une description plus physique, telle que celle utilisée par les écrans numériques qui sont basés sur 3 quantités simples de rouge, de vert et de bleu. Si je vous avais dit que la table en bois devant moi, elle est 80% rouge, 20% verte et 0% bleu, je crois que vous auriez beaucoup plus de mal à imaginer du marron orangé. Quand je vous dis 80% rouge, 20% vert, qui voit du vert dans du marron ? Pourtant, le système de trichromie numérique rouge-vert-bleu mélange bien du rouge et du vert pour faire du orange. De la même manière, si je vous dis que la fleur que j'observe en ce moment même est 50% bleue, 40% rouge et 10% verte, je pense que vous aurez du mal à imaginer qu'en fait c'est de la lavande. Alors que si je vous dis qu'elle est claire et lumineuse et qu'elle est un mélange de bleu et de rouge, là ça devient beaucoup plus évident. Pourtant, c'est bien avec 3 types de cônes qui correspondent plus ou moins à du rouge, du vert et du bleu que les yeux fonctionnent dans une sorte de trichromie. Les yeux physiquement captent cette lumière-là, c'est justement pour ça que les écrans numériques ont choisi cette lumière-là. Alors comment ça se fait qu'on ne sait pas décrire la lumière en termes de primaire rouge, vert, bleu de manière instinctive et intuitive, alors que c'est le fonctionnement des yeux ? Il y a en fait bien un traitement séparé dans les neurones de ce triple signal qui vient des yeux et qui va associer en fait les signaux de manière à obtenir 2 échelles bleu, jaune et vert, rouge avec un traitement séparé de l'intensité, de la luminosité. Et c'est ce signal-là qui est ensuite transmis et traité par le cerveau pour aboutir à la conscience. C'est ça qui explique aussi qu'on voit beaucoup plus de contrastes, de différences entre le rouge et le vert qui sont pas compatibles entre eux que entre le vert et le jaune ou entre le vert et le bleu par exemple, parce que là c'est compatible au contraire.
Je résume donc, ça veut dire qu'une couleur, elle peut pas être à la fois un peu rouge et un peu verte. Le rouge-vert, tout comme le bleu-jaune, sont des couleurs qu'on appelle du coup interdites. On a essayé de le faire, de faire voir du rouge-vert ou du bleu-jaune à des humains, pour voir si on arrivait à créer un nouveau qual, une couleur qui n'existe pas habituellement. On peut par exemple illuminer certaines zones de l'œil en vert et d'autres zones en rouge, ou alterner très rapidement du vert et du rouge. Si vous allez sur le site internet de lafourmi.media, je vous ai mis des images rouges et vertes que vous pouvez regarder en louchant un petit peu. Si vous louchez, les carrés rouges et verts qui sont affichés sur la page internet vont se superposer, et on pourrait imaginer que du coup, là où le rouge et le vert se superposent, alors on va obtenir une couleur inattendue. Et en fait, ça marche pas. On prend conscience d'une superposition de rouge et de vert, mais on n'a pas le mélange des deux. C'est vraiment pas possible en termes de neurones. Et on peut l'expliquer par une simple arithmétique du traitement du signal. Le simple fait en tout cas de capter et de trier les longueurs d'onde avec les cônes ne suffit donc pas à la vision des couleurs, qui est bien le résultat d'une combinaison des signaux dans les neurones. Il y a un cas célèbre d'un artiste qu'on appelle Jonathan E, qui prouve cette importance du traitement du signal dans le cerveau. Suite à un accident de la route, il a souffert à la suite d'une lésion qui lui a fait perdre la vision des teintes. Il s'est retrouvé plongé dans un monde, dans un Umwelt absolument monochrome. Alors que ses yeux et ses rétines continuaient de fonctionner de manière tout à fait normale, il était même plus capable d'imaginer les teintes. Il avait totalement perdu ses qualia de teintes, de couleurs. Il a écrit ces lignes qui ont été racontées par Oliver Sacks et Robert Wasserman en 1986. Il dit « J'ai vu des ophtalmologues qui ne savent rien de cette forme de daltonisme. J'ai vu des neurologues sans succès. Sous hypnose, je ne peux toujours pas distinguer les couleurs. J'ai subi toutes sortes de tests, tout ce que vous voulez, mais mon chien marron est gris foncé, le jus de tomate est noir, la télé couleur est un méli-mélo. » Il avait 65 ans, et après 65 ans de vie à voir les teintes, il était manifestement déprimé par son nouvel état, et il laissait transparaître à travers son discours posé une douleur, une peur, une tension à intérioriser, c'est ce que rapportent en tout cas ses médecins. En plus de la perte de la vision des teintes, il a aussi souffert pendant quelques jours d'alexie, c'est-à-dire de cécité verbale, c'est-à-dire l'incapacité de lire. Il voyait correctement les lettres latines, mais son cerveau était soudainement incapable de les déchiffrer. Et il expliquait que les lettres lui paraissaient du grec ou de l'hébreu, un alphabet qu'il connaissait pas. Par contre, il s'est pas rendu compte tout de suite de son daltonisme, alors qu'il était extrême, puisqu'il ne voyait plus du tout les teintes. Le jour où il a décidé de retourner travailler, il a eu l'impression de conduire dans du brouillard. Alors qu'il avait tout à fait conscience du beau temps ce jour-là, tout semblait brumeux, gris, indistinct. Et il a été arrêté par la police en approchant de son studio, après avoir brûlé 2 feux rouges, sans même s'en rendre compte. En entrant dans son studio, il espérait que ce brouillard se dissipe, et il a découvert ses peintures, qui étaient justement connues pour leurs abstractions colorées. Il les a découvertes grises et vides de couleurs, absolument incompréhensibles. Il expliquera, c'était horrible, dégoûtant. Il pouvait plus supporter l'apparence des gens qui étaient pour lui comme des statues grises animées, ni son propre reflet. Il était plus capable d'avoir des relations sexuelles parce que la couleur de la peau lui rappelait celle des rats. Et c'était toujours le cas quand il fermait les yeux, son imagerie visuelle interne était affectée aussi. La nourriture lui paraissait dégoûtante. On imagine facilement le malaise qu'il a pu ressentir. Et après une tentative infructueuse, malheureusement, de peindre des fleurs colorées malgré son handicap, il s'est tourné vers la peinture en noir et blanc et il s'est réfugié dans son studio où il pouvait exercer une forme de contrôle, contrairement au monde extérieur qui l'angoissait, jusqu'à passer 15 voire 18 heures par jour à peindre. Et ces peintures ont montré son évolution psychologique, depuis un monde brisé, angoissant, kaléidoscopique, vers des représentations en mouvement de danseurs, puis de chevaux de course, pleines de vitalité et de sensualité quand sa vie sociale et sexuelle a commencé à revenir et que ses peurs et sa dépression se sont atténuées. J'ai mis quelques images de peinture de Jonathan E avant, un peu après et 2 ans après son accident sur le site lafourmi.media si vous voulez aller voir. Alors, ce système de la vision qui favorise les contrastes rouge-vert chez l'être humain, s'il existe, c'est probablement qu'il a un intérêt évolutif pour l'espèce humaine. Il semble en fait que les premiers primates, nos ancêtres, n'avaient eux que 2 types de cônes, ceux qu'on appelle R et B,
dans le podcast ici, rouge et bleu, mais il n'est pas possible de savoir précisément quelles étaient les couleurs qu'il voyait. En tout cas, la présence de seulement 2 types de cônes réduit fortement la quantité de teintes qui pouvaient être distinguées. On l'a vu dans l'épisode précédent, le cône que j'appelle R chez l'être humain est sensible à une gamme de longueur d'onde qui se situe autour de 564 nanomètres, allant en fait de ce qu'on perçoit comme du vert jusqu'à l'orange et à peu près centré sur le jaune. Alors je l'appelle R comme rouge parce que c'est lui qui permet de distinguer le rouge. Mais cette distinction du rouge ne se fait que grâce à la présence d'un cône V pour vert qui est centré sur une longueur d'onde un petit peu plus faible, 533 nanomètres. Si c'est uniquement le cône R qui est actif et pas le V, alors ça veut dire que la couleur qu'on perçoit est celle d'une longueur d'onde plutôt longue qu'on perçoit comme du rouge, tandis que si les 2 cônes sont activés, la longueur d'onde est un peu plus courte et on la voit orangée ou jaune. Sans le 3e type de cône, le V, le vert, cette distinction est impossible. Avec les cônes B, pour bleu, la vision chromatique se limite donc à 2 teintes qui correspondent aux 2 signaux des cônes, bleu, violacé et rouge, combinés à une échelle de luminosité. Et du coup, pour les premiers primates, mais aussi pour les chiens et les chevaux par exemple, qui sont eux aussi dichromates, le ciel bleu contraste très bien avec la prairie qui est verte, bien que, a priori, ils ne l'aperçoivent pas vert comme nous les humains. Il leur est par contre très difficile de discerner les fraises et les framboises qui à nous sautent aux yeux dans les sous-bois. Et les feux routiers n'auraient aucun sens pour nos ancêtres les primates dichromates. C'est en fait il y a 29 à 43 millions d'années, au hasard des mutations génétiques qui sont transmises lors de la reproduction, que le gène qui code l'opsine des cônes R chez une lignée de primates a muté, faisant apparaître les cônes V grâce à un nouveau gène très semblable. Et ces primates sont donc devenus trichromates. Ils ont acquis la capacité à mieux distinguer les fruits qui contenaient moins de chlorophylle et étaient donc moins verts que les feuilles qui les environnent, et ça favorise légèrement leur capacité de survie, ce qui permet que ce nouveau gène, soit transmis aux générations suivantes. Et du coup, de la même manière, la reproduction des plantes dont les fruits étaient un peu plus orange ou un peu plus rouge a à son tour été facilitée parce qu'elles étaient plus facilement choisis par ces nouveaux primates trichromates. C'est un exemple de coévolution, mais on pense aussi que l'apparition de ce nouveau cône et de la trichromie chez les primates a aussi pu les aider à mieux lire les émotions, les signaux sexuels ou menaçants sur la couleur de peau de leurs congénères. Parce que la couleur de peau varie en fonction de l'afflux sanguin et le rouge du sang varie en fonction de la saturation en oxygène. C'est d'ailleurs en analysant la couleur du sang que les machines médicales modernes surveillent la saturation en oxygène. Et il semble d'ailleurs que l'évolution de la trichromatie chez les primates s'est faite de pair avec la disparition des poils sur le visage, montrant ainsi mieux la peau dont on pouvait mieux lire les émotions grâce à nos nouveaux types de cônes qui permettent de mieux discerner les teintes rouge-orangées. Toutes les mutations génétiques dans l'évolution ne sont pas nécessairement favorables et celles qui affectent les cônes peuvent provoquer ce qu'on appelle une dyschromatopsie, ou plus généralement tout simplement le daltonisme, qu'on considère comme une infirmité mineure. Dans les cas les plus rares, le daltonisme peut aussi être la conséquence de lésions nerveuses ou oculaires. Il en existe différents types qui dépendent du type de cônes qui sont affectés. Le plus courant, le daltonisme le plus courant, est ce qu'on appelle la deutéranomalie, où ce sont les cônes V pour vert qui sont déficients sans être complètement absents. Les personnes qui sont atteintes de deutéranomalie, souvent elles l'ignorent en fait, parce qu'elles conservent bien une vue trichromatique, bien qu'un peu distordue. Les 2 autres anomalies concernant les 2 autres types de cônes existent aussi, mais elles sont plus rares. C'est la protanomalie, qui est l'anomalie des cônes R, et la tritanomalie, qui est l'anomalie des cônes B. Par contre, quand les cônes V sont complètement absents, comme chez nos ancêtres les primates, on parle alors de deutéranopie. Et ça, c'est la forme dont était atteint John Dalton, auteur de la première étude scientifique sur le sujet en 1798 et qui a donné son nom au daltonisme. Quand ce sont les cônes R et les cônes B qui sont absents, on parle plutôt du coup de protanopie et de tritanopie au lieu de protanomalie et de tritanomalie. L'absence totale de la vision des teintes, autrement dit quand les cônes sont tous déficient. C'est ce qu'on appelle l'achromatopsie, et ça peut survenir suite à une lésion cérébrale, comme chez l'artiste Jonathan I dont on a parlé, ou être congénital, et dans ce cas, en général, c'est associé à une très forte photophobie, une acuité visuelle très faible, mais aussi ce qu'on appelle un nystagmus, c'est-à-dire des mouvements saccadés et involontaires des yeux, autrement dit, c'est un symptôme parmi d'autres de maladies nettement plus graves. Le daltonisme, il est plus répandu chez les hommes que chez les femmes, tout simplement parce que les gènes qui codent pour les cônes
V et R sont situés sur le chromosome X. Comme les femmes ont 2 chromosomes X, il faudrait que les 2 copies du gène soient défectueuses pour qu'elles deviennent daltoniennes, alors que les hommes ne possèdent qu'une copie unique du gène, donc dès que la copie unique du gène est défectueuse, alors ils sont atteints de daltonisme. En étant prisonnier de notre Umwelt, en vivant dans notre monde propre, absolument incapable d'imaginer des couleurs autres que celles que nous percevons, l'histoire de Jonathan I nous montre que même pour être imaginées, les couleurs doivent être traitées par les neurones en charge du traitement du signal visuel, et que si ces neurones en charge du traitement du signal visuel sont déficients, alors on n'est même plus capable d'imaginer les couleurs. On peut quand même simuler et comprendre dans une certaine mesure la vision des personnes qui sont atteintes de dyschromatopsie, de daltonisme, ou éventuellement même celle des animaux dichromates, tels que les chiens et les chevaux, parce que ce sont des visions qui reposent sur un sous-ensemble des signaux que les humains trichromates sont capables de percevoir. En fait, ils perçoivent moins de teintes que l'humain trichromate qui n'est pas atteint de daltonisme, donc on peut simuler et imaginer ce qu'il voit. On a tendance quand même à oublier que le monde physique est bien plus vaste que ce que nous percevons de la même manière et qu'une infinité d'autres couleurs de qualia existent réellement dans la conscience d'autres animaux que nous-mêmes. On pense par exemple que la lumière solaire qui inonde la planète se décompose entièrement dans le spectre de l'arc-en-ciel. Eh bien en 1912, Claude Monet, le peintre, alors en pleine création de sa série de 250 nymphéas, a été diagnostiqué d'une double cataracte, c'est-à-dire une opacification du cristallin qui empêche la lumière de pénétrer correctement dans l'œil. Il est devenu presque aveugle dans les années 1920 et il s'est fait opérer des yeux, et après son opération, il s'est mis à peindre un cœur bleu ciel dans les nénuphars blancs. Vous pourrez en voir un exemple sur le site internet du podcast lafourmi.media. Et en fait, ce qu'il a perçu, ce qu'il a peint et ce qu'il a perçu, c'est une nouvelle gamme de longueurs d'onde dans la lumière, plus courte que l'extrémité bleue violacée éventuellement de l'arc-en-ciel. Il a perçu de l'ultraviolet. Cette perception des ultraviolets reste extrêmement rare chez les humains, mais au moyen d'un prisme de verre, si vous décomposez la lumière solaire pour éclairer des fourmis, vous allez voir qu'elles vont fuir une zone invisible à vos yeux, qui est l'extrémité ultraviolette du spectre. Parce que oui, les fourmis voient les UV qui inondent le monde et les océans, qui illuminent aussi donc la vie sous-marine. Assez logiquement, les animaux qui perçoivent les UV sont très nombreux, aussi bien dans les océans qu'à l'air libre. Les insectes, par exemple, ils sont trichromates, mais eux, ils n'ont pas de cônes sensibles aux longueurs d'onde rouges comme nous les humains. Ils ont des cônes qui sont centrés sur les UV, le bleu et le jaune. Et du coup, leur Umwelt, leur monde est bien différent du nôtre. Les fleurs qui parsèment les prairies printanières de confettis multicolores, qui transforment les vallées alpines en splendides nuanciers, qui répertorient l'intégralité du spectre qui nous est visible, allant des bleus et blancs éblouissants de la neige et de la glace au sombre noir des rochers escarpés, en passant par toutes les teintes de ces prairies. Ces fleurs cachent en fait aussi une couleur supplémentaire à laquelle nous n'avons pas accès du tout. Le tournesol, par exemple, comme de nombreuses autres fleurs, et dont le jaune nous paraît uniforme, est en réalité ultraviolet en son centre. Et c'est cette couleur-là que les insectes butineurs repèrent pour savoir où est le nectar. Les insectes eux-mêmes sont souvent ultraviolets, et ça fait bien l'affaire des oiseaux qui sont aussi pourvus de photorécepteurs captant ces longueurs d'onde. De nombreux poissons, de nombreux reptiles, les oiseaux et même certains mammifères voient donc les ultraviolets, et nous les humains sommes en fait l'exception du monde animal à ne pas les voir. Nos cônes B sont légèrement sensibles à ces longueurs d'onde, mais comme je le disais, comme elles sont filtrées par les lentilles de nos yeux, formées par la cornée et le cristallin, on ne les voit pas réellement. Si on les perd comme Monet, après une lésion, c'est possible aussi, ou après une opération, alors on perçoit légèrement les UV, qui se traduisent par un bleu ciel assez laiteux, mais c'est pas comparable du tout à la couleur, le qualia, qui est perçu par les animaux qui sont dotés d'un type de cône spécifique à sa longueur d'onde, qui produisent un qual qui nous est à jamais inaccessible et indescriptible. Jusqu'en avril 2025, aucun être humain trichomate n'avait jamais perçu les qualia de couleurs qui correspondraient
à l'activation d'un seul type de cône à la fois. Parce qu'en effet, quand un rayon lumineux atteint la rétine, il est susceptible d'activer toujours plusieurs cônes à la fois, même dans le cas d'un rayon qui ne comporte qu'une gamme très réduite de longueur d'onde, puisque les différents types de cônes réagissent à des gammes larges et non pas à une longueur d'onde précise, et que ces gammes larges se chevauchent, alors même avec un rayon d'une seule teinte précise, plusieurs types de cônes sont activés. Et on ne sait donc pas quel est le qual qui serait visible, qui se formerait dans la conscience si on activait un seul type de cône à la fois, mais ça c'était jusqu'en avril 2025. Et une expérience à ce moment-là, grâce à un dispositif ingénieux, a permis de découvrir ces couleurs qui étaient jusqu'alors impossibles. On a, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, généré un qualia coloré qui n'existait pas, au moyen d'un laser et d'une longueur d'onde d'exactement 543 nanomètres, qui a été délivré en microdose, cellule par cellule. Le laser était lié à la tête des participants pour prendre en compte le mouvement des yeux et pouvoir exciter une cellule à la fois. Alors les chercheurs ont pu stimuler uniquement des populations de cônes V et étudier ce que les participants ont vu. Et les participants ont alors décrit un bleu-vert saturé au-delà du possible. Autrement dit, un qual qui leur était jusque-là inconnu. C'est intéressant parce que si on demande aux participants de situer la saturation de ce nouveau qual sur le maximum d'une échelle qui va de 1 à 4. Alors, ils ont mis donc 4 pour ce nouveau qual, et ils ont placé la plus saturée des couleurs naturelles à seulement 2,9 en comparaison. C'est-à-dire que c'est une couleur qui est très au-delà de la plus saturée des couleurs que vous et moi pouvons imaginer, nous qui n'avons jamais participé à cette expérience. C'est le seul exemple, à ma connaissance, d'une extension du champ des couleurs possibles pour un humain, en lui faisant découvrir des couleurs au-delà de ce qu'il a toujours connu, mais ça semble pas pour autant introduire de nouvelles teintes, et ça ne nous permet pas d'imaginer, par exemple, ce que perçoivent les serpents à sonnettes, qui sont dotés sur le museau de récepteurs infrarouges qui sont directement connectés à leur cortex visuel, qui les aident à voir, c'est vraiment de la vision, à voir la chaleur de leur proie, et ça ne nous permet pas non plus d'imaginer, par exemple, ce que perçoivent les animaux qui sont dotés des cônes qui perçoivent l'ultraviolet. Si vous voulez vous amuser à essayer d'imaginer des couleurs impossibles, je vous invite aussi à vous intéresser à la fiction. Une des premières mentions de couleurs inexistantes a été faite en 1893 par Ambrose Bierce, qui écrit la nouvelle The Damned Thing, la chose maudite, où il imagine un monstre d'une couleur qui va au-delà des sens humains, qui rend le monstre invisible. Le texte est disponible gratuitement sur Wikisource. En 1920, David Lindsay, lui, imagine 2 nouvelles couleurs primaires qu'il appelle Ulfir et Jal, Ulfire et Jail. Dans son roman de science-fiction, Un voyage en Arcturus, très célèbre, que vous pouvez trouver facilement aussi. Et 7 ans plus tard, en 1927, Lovecraft écrit, lui, La couleur tombée du ciel, Color Out of Space, une nouvelle dans laquelle un artefact extraterrestre est retrouvé dans une météorite et il émet une couleur étrange, une couleur inconnue. Cette nouvelle, elle a été adaptée plusieurs fois au cinéma, en 1965, en 87, en 2010, dans un film allemand qui s'appelle Die Farbe, la couleur, et en 2020, dans le film Color Out of Space de Richard Stanley, avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Then everything just blew up. Big flash, like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Looks like a meteorite. Il y a aussi Annihilation, réalisé en 2008 par Alex Garland, qui présente pas mal de similitudes avec cette nouvelle de Lovecraft. La couleur tombée du ciel a aussi été adaptée en radio, diffusée en 2013 sur France Culture, et en bande dessinée, avec toute la difficulté que représente l'idée d'une BD sur une couleur qui n'existe pas. Vous pouvez lire La couleur tombée du ciel de Go Tanabe, traduit en français par Sylvain Chollet, publié en 2020. En 1963, Marion Zimmer Bradley évoque aussi une 8e couleur, celle qu'on voit pendant le voyage supraliminique. Elle décrit ça dans son roman The Colors of Space, les couleurs de l'espace. Et si vous voulez rigoler un peu, vous pouvez lire Terry Pratchett dans sa série de romans Les Annales du Disque Monde. Il décrit une 8e couleur qu'il appelle l'octarine, qui est, je cite, un pourpre jaune verdâtre fluorescent qui ne peut être vu que par les magiciens et les chats.
nous n'avons pas fini de parler des couleurs qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut même pas imaginer. La semaine prochaine, nous continuons cette exploration en revenant sur la vision des animaux et notamment sur les qualia dans leur conscience à eux que nous n'avons pas et les couleurs que nous ne verrons jamais que les animaux peuvent voir. Nous aborderons aussi la manière dont notre cerveau manipule les images que nous voyons et modifie ces couleurs que nous percevons en les déconnectant complètement de toute mesure physique possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par email à contact@lafourmi.media ou sur les réseaux sociaux où vous pouvez me contacter. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours en couleur. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this, it just gets crazier and crazier.